Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver pour ce journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. Sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement Ismaël Omar Guelleh s'est tenue aujourd'hui la deuxième séance du Conseil des ministres de la nouvelle année 2019. Ankara et Washington ont discuté hier de la création d'une zone de sécurité dans le nord de la Syrie après un nouvel épisode de tension à propos du sort des milices kurdes. Nous sommes le mardi 15 janvier 2019. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement Ismaël Omar Guelleh s'est tenue aujourd'hui la deuxième séance du Conseil des ministres de la nouvelle année 2019. 7 questions inscrites à l'ordre du jour ont été examinées. Le premier point examiné est un projet de décret visant à mieux organiser certaines structures administratives de l'État afin de les rendre plus efficientes. Cette restructuration mènera à la fusion de certains organismes alors que d'autres risquent de disparaître. Le Conseil des ministres s'est ensuite penché sur un projet d'arrêté portant création d'un comité de cadrage macroéconomique. Ce comité veillera à la cohérence des comptes nationaux, des opérations financières de l'État, de la gestion de la dette publique, ainsi que du contrôle de la balance des paiements. Des hauts cadres du ministère de l'économie, du budget et de la Banque centrale de Djibouti formeront ce comité. Ensuite, le Conseil a examiné un projet d'arrêté portant affectation de 2 parcelles de terrain au ministère de la Défense pour à la fois construire un camp militaire pour l'artillerie lourde et des logements pour les militaires. Le quatrième point a porté sur une licence octroyée à la Société de développement énergétique appelée VECO. Les conditions d'exercer cette exploitation ont été fixées suivant le compte-rendu du porte-parole du gouvernement Mohamed Ali Youssouf. Chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la deuxième séance du Conseil des ministres en ce mardi 15 janvier 2019. Était inscrite à l'ordre du jour 7 questions. La première question concerne un projet de décret portant réorganisation de l'administration des établissements publics chargés des missions de service public. Ce projet de décret a pour objectif d'introduire et de poursuivre les réformes qui s'articulent autour de 3 grands axes. La réintégration de certaines structures administratives au sein de l'administration d'origine afin d'éviter les disparités budgétaires et des doublons, la fusion de certaines entités ayant un champ d'activité proche pour en faire une seule structure administrative reprenant à son compte les activités, les personnels et le patrimoine de ces structures. Les nouvelles entités issues des fusions pourront avoir des missions de service public, de production ou d'intérêt général. La suppression pure et simple pour d'autres structures n'exerçant pas leur mission de manière efficiente et dont la gestion et l'insertion dans la politique publique de rattachement fait défaut. Ce projet de décret donc est complété par un projet d'arrêté mettant en place un haut comité d'arbitrage, un comité technique et des groupes de travail sectoriels. L'inclusion de tous les acteurs dans le processus est une condition essentielle. Ce travail de réforme va impacter durablement notre économie et notre société, car elle repose sur des objectifs d'optimisation de la qualité du service public aux concitoyens, la rationalisation de la gestion des ressources financières et l'amélioration de la gouvernance des établissements publics à caractère administratif. La deuxième question concerne un projet d'arrêté portant création du comité de cadrage macroéconomique. Ce comité de cadrage macroéconomique est chargé de suivre l'évolution des agrégats macroéconomiques ainsi que les perspectives dans le court et moyen terme. Il veillera à la cohérence des comptes nationaux, des opérations financières de l'État, la situation du service de la dette publique ainsi que la balance des paiements. Le comité est composé de hauts responsables issus des départements de l'économie, du budget et de la Banque centrale. La création de ce comité s'inscrit dans le cadre d'une meilleure appréciation et suivi de nos grands agrégats macroéconomiques et permettra de prendre les mesures nécessaires pour orienter notre politique économique conformément à la vision de développement de notre pays. La troisième question est relative à un projet d'arrêté portant affectation de parcelles de terrain au profit du ministère de la Défense. Il s'agit de 3 parcelles situées à Balbala Sud et au-delà de l'Oued Agadere et d'une superficie de 175 hectares. Des logements seront construits en faveur de l'armée nationale sur une partie de cette parcelle de 89 hectares et demi et 86 hectares sont destinés à l'installation de l'artillerie lourde.
Le Conseil des ministres a procédé ensuite à la nomination des hauts cadres de l'éducation nationale à des postes de responsabilité. Ainsi, Mme Mouna Ismail Abdou a été nommée inspectrice générale de l'éducation nationale, alors que M. Mohamed Ali Abdallah, Mohamed Abdi Guedi et Mohamed Moussa Yabé ont été nommés conseiller technique du ministre de l'Éducation nationale. Enfin, une unité de la gendarmerie nationale a été mise sur pied pour assurer la sécurité du transport ferroviaire. Écoutons le porte-parole du gouvernement. Cette question concerne un projet de décret définissant les conditions d'exploitation de projets de développement énergétique par la société WECO. La société WECO se propose de produire à ses frais de l'électricité à partir de courants marins et de l'exploitation de différences des températures marines ou de toute autre manière innovante dans les milieux marins, afin de permettre à la société WECO de mettre en place les études et la réalisation des projets de la société, les zones et les modalités d'exploitation des conditions préalables à la mise en place des financements privés donc seront mises en œuvre. La cinquième question concerne un projet de décret portant nomination d'une inspectrice générale au ministère de l'Éducation nationale. Madame Mouna Ismail Abdou est nommée inspectrice générale de l'Éducation nationale. La sixième question est relative à un projet de décret portant nomination de conseillers techniques, toujours au même ministère de l'Éducation nationale. Messieurs Mohamed Ali Abdillahi et Monsieur Mohamed Abdi Guedi et Monsieur Mohamed Youssouf Yabé sont nommés conseillers techniques du ministre de l'Éducation nationale. La huitième question concerne un projet de décret portant création de la gendarmerie des transports ferroviaires. Afin de renforcer la sécurité des installations ferroviaires et prévenir les actes de terrorisme et les actes de vandalisme perpétrés sur ces équipements, une brigade de transport ferroviaire est créée. Cette brigade ferroviaire est composée de gendarmes spécialisés dans le domaine de la surveillance et de la protection des infrastructures ferroviaires. Pour accomplir ces missions, la compagnie sera équipée de matériel de surveillance. Cette compagnie, un effectif de 100 gendarmes, aura un commandement qui sera installé à Nagat. Donc le compte rendu de cette deuxième séance du Conseil du ministre de la nouvelle année 2019. Également dans l'actualité, le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle Moustapha Mohamed a procédé à l'inauguration d'une école dans le camp des réfugiés dit Al-Markazi dans la région de Baka. La cérémonie d'inauguration a vu la participation du président de la Fondation Éducation Relief, Al-Cheikh Mansour Ben Moussalam, le secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Hazan, et des représentants du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Djibouti. Cette école est entièrement dédiée aux enfants des réfugiés yéménites. Elle doit leur permettre de bénéficier d'un enseignement de qualité au même titre que les enfants djiboutiens. Le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle a invité spécialement le président de la Fondation Éducation Relief, qui soutient et plaide à travers le monde de l'urgence de promouvoir une éducation équilibrée et inclusive pour tous afin de faire face aux défis de notre époque. Pour rappel, le ministère de l'Éducation nationale s'est engagé dans le cadre de la déclaration de Djibouti avec l'ensemble des pays de l'IGAD à offrir une éducation de qualité et inclusive aux enfants des réfugiés. Par ailleurs, les enfants de Malhullé, d'Adato et d'Ilisola disposeront bientôt des écoles construites à proximité de leur lieu d'habitation. Ces villages étant éloignés de Bokville et leur enclavement avait constitué jusque-là un délicat problème pour la création d'une structure scolaire et l'envoi d'enseignants. C'est désormais chose faite après la réhabilitation des pistes et de voies de circulation. Les responsables du secrétariat d'État aux affaires sociales ont tenu aujourd'hui au Palais du Peuple une réunion de travail avec les représentants de plusieurs ministères techniques et financiers ainsi que les délégués d'autres organismes partenaires. Il est prévenu à Mme Mouna Ismail, secrétaire d'État chargée des affaires sociales, de présider cette réunion. Eh bien, cette rencontre vise à fixer les prochaines étapes d'une stratégie devant renforcer d'une manière significative la protection sociale dans le pays, aider les populations vulnérables, réduire l'impact de la pauvreté et sortir
le plus grand nombre de jeunes de la précarité et du chômage. Cette stratégie répond à la volonté politique du chef de l'État qui consiste à lutter contre la précarité et la pauvreté. Un bilan des efforts entrepris au cours de l'année écoulée a été tiré. Des populations les plus pauvres dans le cadre aussi de la mise en œuvre du socle de protection. Nous avons été aussi ravis de faire une revue de la stratégie nationale de protection sociale et tout ça dans le cadre justement de la commémoration de la semaine de l'action sociale. Et ces efforts ont été concluants et ont donné des résultats positifs. La stratégie menée vise à ne laisser personne au bord du chemin. Les différentes parties prenantes ont discuté de toutes les options visant à parvenir aux objectifs recherchés. Ils ont également examiné la question du financement des programmes établis ou envisagés. Écoutons les propos tenus par Mme Mona Ousmane Aden, la secrétaire d'État chargée des affaires sociales. La stratégie nationale de protection sociale 2018-2022 s'inscrit bien dans cette volonté commune de ne laisser personne au bord du chemin. Elle est en effet le produit d'un dialogue social entre tous les partenaires du champ social qui a abouti à une approche fondée sur un socle de droits garantis par l'État et soutenu par l'ensemble de nos partenaires institutionnels, associatifs, techniques et financiers. Vous savez tous très bien que cette orientation fait de la garantie moyenne pour une vie décente une action qui s'inscrit dans la durée et demande des efforts de longue haleine. Nous y sommes préparés car l'enjeu est de construire un nouveau modèle social juste et équitable. Nous nous apprêtons pour cela à mettre le cadre juridique approprié. Nous avons les instruments, la plateforme du ciblage adéquat. Nous avançons sur la voie de la professionnalisation des travailleurs sociaux et nous comptons mettre la décentralisation au profit du développement social. Notre espace budgétaire est en mesure de répondre à une partie des garanties de notre socle national de protection sociale. Mais force est de constater, de reconnaître que l'ambition que nous nourrissons de venir à bout des précarités nombreuses et de faire face aux effets du changement climatique et des flux migratoires désordonnés ne pourrait être concrétisée par notre seule détermination. Nous comptons pour cela continuer à bénéficier de l'intérêt soutenu de la coopération internationale. Et je demeure convaincue que le partenariat transparent et utile que nous avons construit avec nos partenaires gouvernementaux et associatifs sur le plan bilatéral et multilatéral est un référentiel qui nous permet d'espérer un appui consistant à nos programmes et activités. La réunion d'aujourd'hui m'offre vraiment l'occasion de vous inviter à vous pencher sur un certain nombre d'axes qui me tiennent à cœur, tant il me semble pouvoir soutenir le bon déroulement des projets de la stratégie. Il s'agit en l'occurrence de la faisabilité de nos objectifs et programmes, des conditions de pérennisation de ces programmes, des moyens de financement des axes de la stratégie en rapport avec les moyens de l'UNDAF et ceux des partenaires financiers des secteurs privés, associatifs et bilatéraux, des meilleures formules de coordination et d'harmonisation des moyens. Social toujours, dans le cadre de la semaine de l'action sociale, le secrétariat d'État à la jeunesse chargé des affaires sociales a organisé au complexe d'Al-Rahma une rencontre entre les travailleurs sociaux et les leaders communautaires, présidée toujours par la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mme Mona Ousmane Aden, de la secrétaire générale du même département, Ifra Ali Mohamed, de la directrice du même département, toujours donc Amina Ahmed Ouassama, du président de la commune de Valbala, des leaders communautaires ainsi que d'autres sociétés civiles de la commune. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation des populations de cette commune pour une meilleure compréhension des guichets sociaux aux familles vulnérables, personnes à besoins spéciaux, jeunes pour l'employabilité, orphelins et enfants vulnérables. Objectif, présenter les travailleurs sociaux aux leaders communautaires, donc discussion et débat entre les travailleurs sociaux et les leaders communautaires actifs pour apporter plus de précisions sur les différentes tâches des travailleurs sociaux et les circuits empruntés par les doléances des usagers au sein des guichets. Le président de la commune de Balbala, Wabeli Nour Alaye, a rappelé que cette rencontre consiste à mettre en valeur les activités réalisées par le département des affaires sociales, mais aussi d'écouter les doléances de la population. Il a ajouté que cette réunion vise à démontrer les inégaux existants.
La secrétaire d'État aux Affaires sociales, Mme Mona Ousmane Aden, dans son intervention, remerciait les habitants de la commune de Belbela pour l'accueil chaleureux. La secrétaire d'État aux Affaires sociales a ajouté que cette réunion vise à déclarer les actions réalisées, le rôle de mon département, a-t-elle dit, et à présenter les jeunes travailleurs sociaux. La secrétaire d'État a indiqué que des guichets ont été ouverts dans les arrondissements afin d'acquérir les doléances des populations pour venir en aide aux personnes vulnérables et les personnes à besoins spéciaux. Elle a mentionné que ces réunions visent à donner la parole à la population afin de connaître leurs besoins. Direction Abu Dhabi, où le ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles, Yonis Aniguedi, est en visite de travail dans ce pays. Il participe aux travaux de l'Agence internationale des énergies renouvelables qui tient sa 9e assemblée générale. Le ministre et sa délégation ainsi ont été rejoints par notre ambassadeur aux Émirats arabes unis et plusieurs de ses assistants. Cette 9e session a été marquée par la désignation d'un nouveau directeur général de l'agence et c'est finalement l'Italien Francesco Lacamera qui a été élu au poste du directeur général de l'institution. Un vote direct ayant eu lieu où les représentants de l'ensemble des pays membres se sont prononcés. Le ministre et ses conseillers ont également pris part à différentes réunions pour promouvoir le potentiel énergétique renouvelable de notre pays. Retour à Djibouti, les délégués du mécanisme africain d'évaluation par les pairs poursuivent leur consultation sur la question de la bonne gouvernance et de la décentralisation fiscale. Ces représentants de l'Union africaine mandatés par les chefs d'État ont rencontré hier la représentante du PNUD à Djibouti, Mme Barbara Menzi. Eh bien, les agences des Nations Unies dans le PNUD coordonnent les activités ont pour principale mission d'accompagner la République de Djibouti vers la voie du progrès et du développement. L'équipe du MAEP a par ailleurs sollicité le PNUD à vérifier sur place l'application des recommandations qui seront faites. Les délégués du MAEP ont par la suite ont été reçus par la maire de la capitale, Mme Fatouma Awali Ousmane. Les discussions ont porté sur la décentralisation et les réformes menées en la matière, ce qui favorisera une meilleure gestion des affaires publiques et une gestion de proximité. Mobiliser et gérer les ressources financières constitue dès lors des piliers de l'action des collectivités locales. Écoutez le secrétaire national du MAEP à Djibouti, Abdoukarim Aden Cher. La raison de cette évaluation, c'est ce qu'on appelle une évaluation ciblée. Ça concerne pour nous la décentralisation. Comment rendre nos régions indépendantes financièrement et pour pouvoir mettre en place des projets. On a fait appel au MAEP pour évaluer où est-ce qu'on était dans la décentralisation. Mais le gouvernement n'a pas attendu l'arrivée de cette mission. Au niveau du ministère du Budget, en 2017, ils ont déjà mis en place ce qu'on appelle l'impôt foncier. Ils ont permis aux régions de récolter eux-mêmes les impôts fonciers. Et enfin, la délégation du MAEP s'est réunie avec les ministères sectoriels. Cette fois-ci, les discussions ont porté sur la mise en place d'une politique destinée à faciliter l'atteinte des objectifs de développement fixés par le gouvernement en faisant du territoire un levier de développement. Eh bien, vous avez suivi à l'instant le secrétaire national du MAEP à Djibouti qui nous a accordé une interview. Tout à fait autre chose, sous l'égide du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, la Fédération djiboutienne de football a procédé dimanche à la remise d'un don de matériel pour les équipes de la Ligue régionale de football et la jeunesse des régions de Boc. Profitant d'un déplacement ministériel à Obok, coïncidant avec le lancement de la Semaine nationale de l'action sociale de la secrétaire d'État chargée des affaires sociales, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, avec ses collègues de l'éducation et de la formation professionnelle de la secrétaire d'État aux affaires sociales, du préfet de Boc, Hassan Dabalé, du président du conseil régional et d'autres dignitaires de Hayou ont participé à la clôture d'une formation administrative et technique dispensée par la Fédération djiboutienne de football avant de procéder à la distribution des équipements sportifs et bureautiques à la Ligue régionale du football de Boc. Le secrétaire d'État s'est félicité de l'entrain des jeunes bocois en vue de la promotion sportive de la région. Le ministre, vous l'entendrez, a souhaité aux jeunes de Hayou dans le cadre de cette compétition saisonnière régionale dans l'objectif de dynamiser l'essor du football national. Nous l'écoutons. La Fédération djiboutienne de football, ici présent, représentée par le secrétaire général, le vice-président de la fédération, les membres de la fédération,
ainsi que les personnels de mon département sont ici présents pour témoigner à la fédération de gestes qu'ils ont faits. Mais il faut rappeler qu'avant d'octroyer ces équipements, ils ont sillonné la République de Djibouti pour entreprendre de multiples formations concernant l'entraînement, l'arbitrage, et aujourd'hui ils ont finalisé leur formation en administration. Donc il se doit aussi de donner des équipements pour 10 équipes pour former la Ligue régionale d'Obok. Alors on a commencé à Obok, on sera à Tadjoura cet après-midi et ça sera autour d'Ali Sabié, d'Ikil et Arta Inch'Allah. J'exhorte les jeunes d'Obok à prendre soin de ces matériels. Et quelques heures donc après Obok, c'était au tour de la ville blanche d'accueillir le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport pour le lancement officiel de la saison 2018-2019 du championnat de la Ligue régionale de la saison dans les régions du Nord, de la fin d'une formation administrative et technique sur les règlements du football et à l'octroi d'équipements sportifs. Outre le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, l'adjoint du préfet Habib Djilani, le vice-président du conseil régional Abdelkader Omar, le conseiller technique du ministre Mohamed Ahmed Salem et des représentants de la fédération djiboutienne de football ont distribué ce lot de matériel sportif et bureautique destiné aux bureaux locaux de la Ligue régionale de football. Le ministre a mis l'accent sur l'importance que revêtent ces compétitions régionales de football, non seulement dans le cadre sportif, mais surtout en faveur des brassages culturels favorables à l'unité nationale et en ferveur patriotique. Le ministre a enfin précisé que des équipements sportifs similaires seront également octroyés aux grandes régions du Sud dans le cadre de ce championnat footballistique régional. La mairie de Djibouti-Ville a lancé samedi dernier un programme ambitieux des plantations d'arbres en milieu urbain à l'avenue Hassan Gulé d'Absidone. Ce programme ambitieux des plantations a pour objectif principal de renforcer la présence d'un arbre en milieu urbain et d'embellir la ville tout en favorisant effectivement la biodiversité et la préservation de la qualité de l'air. La police nationale, les gardes-côtes djiboutiens, la gendarmerie, les forces armées djiboutiennes ainsi que la société civile participent activement à ce programme de plantation et d'embellissement de la capitale, donc lancé par la maire de la ville de Djibouti. Pour plus de précision, écoutons l'intervention du directeur technique de la mairie. Urbain, c'est un programme lancé par Madame le maire qui consiste à nettoyer et à embellir les grandes artères de la ville. Nous avons eu l'appui des corps militaires et paramilitaires, la garde-côte, la gendarmerie, la police, les militaires ont été à côté de nous pour faire ce travail. La population vient de plus en plus, parce qu'elle n'avait pas l'habitude non plus de participer à des actions communautaires. Maintenant, à l'acte 6, où la police a réalisé aussi un plus par rapport aux autres corps, elle a embelli le carrefour de Hassan Goulet. La police a planté des arbres également tout au long, sur le terre-place central du boulevard. C'est un plus. Donc, ces différents programmes d'action communautaire dans la ville vont continuer. Prochainement, on va aller à la commune de Balbala également, où beaucoup d'artères doivent être nettoyées. La population de Balbala nous attend impatiemment parce que nous font des appels, ils nous disent de venir aussi à Balbala. On sera là-bas, ils seront nombreux à intervenir. Donc c'est un grand programme que Madame le maire, qui a beaucoup de composantes, hein, des composantes sensibilisation, des composantes action communautaire, des composantes réalisation des espaces verts. Ce sera aussi l'année des espaces verts, parce que là vous voyez le terre-plein central qui sera vert, mais également Madame le maire va mettre en place pour la première fois un parc national.
À l'étranger, les membres du mouvement État islamique en Afrique de l'Ouest se sont emparés hier soir de la localité de Rann, dans le nord-est du Nigeria. Eh bien, un revers pour le président Muhammadu Buhari avant l'élection présidentielle prévue le 16 février prochain. Le mois dernier, le mouvement a lancé une série d'attaques qui leur a permis de s'emparer de la ville de Baga, où se trouve le siège des forces de la coalition formée par le Nigeria, le Tchad, le Cameroun et le Niger, qui combat les islamistes dans la région. Je vous le disais en titre, Ankara et Washington évoquent la création d'une zone de sécurité en Syrie. Ankara et Washington ont discuté hier de la création d'une zone de sécurité dans le nord de la Syrie après un nouvel épisode de tension à propos du sort des milices kurdes. Le président américain Donald Trump a menacé dimanche de dévaster la Turquie économiquement si elle attaque les Kurdes, alors qu'Ankara menace depuis plusieurs semaines de déclencher une nouvelle offensive contre les unités de protection du peuple. Un groupe armé kurde considéré comme terroriste par Ankara, mais appuyé par Washington dans la lutte contre l'organisation État islamique. Ankara a assuré lundi ne pas être intimidé par de telles menaces et que la Turquie continuerait de combattre les Kurdes. Eh bien, Donald Trump et son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, se sont ensuite entretenus au téléphone lundi et ont alors abordé l'idée de la création d'une zone de sécurité nettoyée du terrorisme dans le nord du pays, selon un communiqué de la présidence turque. Également dans l'actualité, le sort du Brexit suspendu au vote du Parlement britannique. Eh bien, le sort du Brexit est suspendu au vote aujourd'hui. Des députés britanniques qui se prononceront dans la soirée sur l'accord de divorce conclu avec Bruxelles, à moins de 3 mois de la date prévue de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Si les députés se prononcent en faveur du texte, le Brexit sera effectif le 29 mars à 23h pile GMT et Londres et Bruxelles pourront commencer à discuter de leurs futures relations commerciales après une période de transition prévue pour durer jusque fin 2020 est censé adoucir la rupture après 40 ans de mariage. Mais dans l'éventualité jugée plus que probable d'un rejet le pays entrera en territoire inconnu. C'est ce qu'a prévenu la première ministre Theresa May. Elle a mis en garde contre une sortie sans accord ou même le maintien du pays au sein de l'Union européenne. Le vote prévu à partir de 19h met fin à une période de tractation et d'agitation intense dans la classe politique britannique. Et c'est sur ce point que se referme ce journal. J'aurai le plaisir de vous informer à 22h pour un nouveau journal. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.